Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la planification financière et qui est organisée conjointement entre le magazine Trends Tendance et la société Pareto. Alors c'est vrai que la planification successorale, c'est quelque chose qui intéresse tous les Belges. C'est vrai qu'on trime toute sa vie durement et puis on est ponctionné tout au long de cette vie et puis on essaye de transmettre les avoirs qu'on a pu accumuler soit à ses descendants, soit à ses proches ou à ceux que l'on aime, je dirais de manière optimale. Alors justement, pour parler de planification successorale, j'ai à ma gauche ici Vincent Garit, associé de chez Pareto. Bonjour Vincent. Bonjour Hamid. Et puis à ma droite, Gauthier Ramakers, qui est aussi associé chez Pareto. Bonjour Hamid. Alors, Pareto, je connais, peut-être que tout le monde qui nous regarde en ce moment ne connaît pas. Vous vous présentez comme une sorte de family office. Alors, dans mon jargon, je sais ce que c'est, mais je ne crois pas que ce soit le cas de tout le monde. C'est quoi un family office, Vincent? Alors, bonne question. Et peut-être avant de dire ce que c'est, dire ce que ce n'est pas. Oui. Et nous ne sommes pas une banque. Oui. Et c'est là où il y a une énorme différence entre le métier d'un banquier et notre métier à nous. Pourquoi? Parce que une banque, souvent, va nous percevoir comme un concurrent, un rival, direct ou indirect, en effet un grand rival, alors que nous, de notre côté, on ne voit pas les banques comme des concurrents, mais on les voit comme des partenaires, et ne fût-ce que pour citer quelques noms, que ce soit un De Groof Petercam ou un Belfius ou encore d'autres, moi j'aime bien tout le monde. Et je conseille à beaucoup de mes clients d'aller chez ces partenaires. Alors, quel est votre rôle justement par rapport à ça? Mais en fait, Amit, le rôle d'un family office, c'est quoi? C'est un petit peu d'être le chef d'orchestre des différentes personnes qui entourent un citoyen belge d'un point de vue financier. Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit quelques secondes, en fait, quelque part, un citoyen, une personne, est déjà accompagné. Il est forcément client dans une, voire plusieurs banques. Ou par un notaire. Ou que c'est. Exact. De temps en temps, on va faire un petit coucou au notaire. On a peut-être parfois un comptable qui nous aide ou parfois un courtier. Mais le problème, c'est que souvent, les différentes personnes de confiance que l'on a, rarement, voire jamais, elles vont communiquer entre elles. Et souvent, si ces différentes personnes ne vont connaître qu'une petite partie de notre situation et de parfois ce qu'on a envie de leur dévoiler. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, notre objectif, c'est un petit peu de coordonner tout ce beau monde pour avoir un petit peu une vue globale de leur situation et pouvoir les accompagner de A jusqu'à Z, justement. Et pourquoi la raison principale, c'est que tous ces experts auxquels font appel nos téléspectateurs travaillent tous en silo et vous avez une sorte de vue globale. Exact, et ça dégage un effet de synergie qui est plus que conséquent. Et au fait, cette synergie, on va la rechercher dans deux missions. La première, elle est plutôt fiscale. Et là, aujourd'hui, on va parler planification successorale et droit de succession. C'est un des volets qu'on aborde, mais on parle également de taxation sur les revenus professionnels, taxation sur le patrimoine. Et alors, en dehors de cette mission fiscale, il y en a souvent une deuxième qui découle, c'est qu'on aide certains de nos clients à développer des patrimoines, et aussi bien dans de l'immobilier que dans du mobilier. Ça fera l'objet d'une autre émission. Exact. Et on peut déjà donner rendez-vous à nos téléspectateurs, téléspectatrices d'ici quelques instants. Alors, partons du principe que je n'ai rien préparé pour ma succession. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, pour moi, c'est là que découle le problème. C'est que, en fait, si je ne prévois rien, en fait, indirectement, la loi prévoit quelque chose. En fait, la loi, elle a prévu quelque chose qu'on appelle la dévolution légale. Et en fait, pour l'illustrer peut-être de manière simpliste, je vais peut-être prendre l'exemple d'une famille, donc papa, maman avec des enfants. Et malheureusement, l'un des deux part. Donc, si, imaginons, papa ferme les yeux, en fait, maman, elle va hériter de l'usufruit du patrimoine de papa. Et les enfants, ils vont hériter de la nue propriété. Et donc, in fine, les enfants, ils vont se retrouver en démembrement nue propriété usufruit avec le conjoint survivant. Et là, c'est un peu problématique. Pourquoi? Parce que j'ai pas une liberté. L'usufruitier, quelque part, il n'a qu'un usufruit, donc il n'a qu'une jouissance d'un usufruit. Et les nus propriétaires, ils sont propriétaires juridiques, forcément, donc c'est un petit peu embêtant. Alors, peut-être pour reprendre un petit peu la base, la nue propriété et l'usufruit, en fait, la pleine propriété d'un bien, c'est d'avoir la nue propriété plus son usufruit. C'est le bien plus les loyers, par exemple. Exactement. Donc, être nu propriétaire, c'est être propriétaire juridique. Être usufruitier, c'est de pouvoir jouir du bien. Donc, être usufruitier d'un bien immobilier, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir s'y installer, ou bien le mettre en location, d'en percevoir les loyers, ou d'un patrimoine mobilier, c'est le fait de pouvoir jouir des intérêts, des coupons ou des dividendes. Mais ce qu'il faut toujours retenir, et ça c'est assez important, c'est que
quand le conjoint hérite de l'usufruit, comme il hérite d'un droit de jouissance, en fait, il paye des droits de succession. Et ce que beaucoup de gens oublient parfois, c'est que quand j'hérite d'un usufruit, comme je jouis de quelque chose, je vais devoir payer des droits de succession. Et ce droit de succession va être calculé sur base de quoi? Sur base de l'âge du conjoint le jour du décès. Et c'est vrai que pour donner un ordre de grandeur, vous pouvez faire 100 moins l'âge. Donc, imaginons en cas de décès, le conjoint survivant, il a 70 ans. Ça veut dire qu'il va devoir payer les droits de succession sur 30% de la masse successorale dont il va jouir en usufruit forcément. Là, on parle d'un couple marié avec des enfants. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que Gauthier, il est gentil sur ce coup-là. Il prend vraiment la situation la plus gentille. Classique, idéal. En fait. Et c'est vrai que la majorité va peut-être se retrouver dans cette situation-là, mais si on complique un peu les choses et qu'on parle du même couple mais sans enfants, c'est 100 fois pire. Pourquoi? Parce que les droits de succession vont être horriblement plus chers, dans le sens où le conjoint survivant, si le patrimoine est propre, donc en séparation des biens, ce serait le cas, hérite de l'usufruit, mais la nue propriété va aller chez le frère, la sœur du défunt. Donc on retourne dans la famille du défunt. Et le tarif entre frères et sœurs, il est prohibitif. 65%, donc on va dire 2/3 Bruxelles-Wallonie, 55% en Flandre. Et Gauthier le disait, mais je le répète, la nue propriété, en somme, ce n'est qu'une promesse. C'est la promesse qu'au second décès, donc au décès de la belle-sœur, la famille d'origine va pouvoir récupérer le patrimoine. Mais du vivant de l'épouse du défunt, elle ne peut absolument rien faire sans l'accord de son beau-frère. Et donc, je ne suis pas persuadé que ce monsieur, avant de décéder, c'est ce qu'il pensait laisser à sa chère et tendre. Alors, tant qu'à faire, compliquons encore les choses. J'imagine qu'il y a des différences selon la région où on décède. Tout à fait. Donc, en fait, les droits de succession, c'est une compétence régionale. Donc, en fait, quelque part, il faut le retenir comme ça. En Belgique, on taxe le défunt. Donc on va aller voir où était domicilié le défunt la majorité des 5 dernières années de sa vie, et c'est cette région-là qui va être compétente. Et alors, le problème, c'est quoi? C'est que les droits de succession, ils fonctionnent par tranches. Donc je vais peut-être mettre la région bruxelloise et la région wallonne dans le même panier, parce que c'est relativement similaire. En fait, en ligne directe, donc pour les enfants, les personnes mariées ou cohabitants légaux, ou les petits-enfants, en fait, entre 0 et 250 000 euros, je vais travailler par tranche, mais je vais payer 10% de droits de succession en moyenne. Quand je vais dépasser le seuil de 250 000, je vais quand même être à 24%. Et quand je vais dépasser 500 000 euros, je vais être à 30%. Ce qui va très vite. Quand on voit l'immobilier à Bruxelles, il n'y a pas d'appartement en dessous de 300 400 000. Tout à fait. Prenons même un chiffre... Et en plus, je me permets de compléter que Bruxelles-Wallonie, le mobilier est regroupé dans un seul pot. Et donc, on explose bien souvent tout de suite les 24 et les 30% en ligne directe. Pour prendre un ordre de grandeur, si en cas de décès, on a un patrimoine mobilier et immobilier confondu d'1 million d'euros, l'enfant qui hérite de ça, il va payer un peu plus de 230 000 euros de droits de succession. Et donc, en effet, s'il y a parfois pas mal de briques, il faut payer des droits de succession dans les 5-6 mois. Et donc, il faut aller parfois vendre un bien immobilier. Et alors là, qui vend vite vend mal. Donc, non seulement je vends vite un bien immobilier, et en plus, je dois payer un paquet de droits de succession, forcément, ce qui est assez embêtant. Et ce qui est aussi important, je pense, on va en parler, c'est l'indexation des tranches qui n'ont pas été indexées depuis je sais pas combien d'années. Tout à fait. Il y a deux choses qui me dérangent vraiment fondamentalement dans cette taxation. La première, et Gauthier en parlait déjà là tantôt, mais avant de laisser 1 million à nos enfants, des impôts, on en a déjà payé. D'abord, il faut générer le million avec les revenus professionnels. Et c'est là où, en Belgique, on vit vraiment dans un monde de caméras cachées. Hein. À partir de 46 000 euros bruts, l'employé va garder à 2% près 30%. Donc on a un taux d'imposition, toute taxation confondue, de quasi 70%. Et donc, on paye déjà un pactole d'impôts. Et après, on achète un bien, il y a les droits d'enregistrement, la TVA, les précomptes, etc., etc. Et alors, le jour où on a la mauvaise idée de décéder, on peut perdre entre 30 et 80% de droits de succession dans le pire des cas. Et alors, la seconde chose, c'est ce que vous dites, et à juste titre, il y a un problème d'indexation, il y a un problème de plus-value. Parce que la dernière fois qu'ils ont indexé les tranches des droits de succession, je crois que c'était il y a plus de 30 ans. Mais quand il y a 30 ans, on héritait d'une maison de 500 000 euros, on était les rois du pétrole avec 20 millions de francs belges. Aujourd'hui, avec la même somme, on n'achète plus le terrain de la maison des années 80, peut-être le tiers du terrain. Et donc, ils oublient d'indexer les tranches. Et alors, bien souvent, le problème que je rencontre chez mes clients, ça fait toujours rire madame, un peu moins monsieur, mais c'est qu'ils ne dépensent pas assez, dans le sens où on fait des plus-values immobilières, il y a des revenus, il y a des économies qui accumulent et qui continuent à faire gonfler le patrimoine. Mais le problème, c'est que toutes ces plus-values et économies, elles font monter le patrimoine dans la tranche des 30%, au taux marginal, le taux supérieur
supérieur. Alors, on est dans une émission co-organisée conjointement donc, avec le magazine Trends Tendance. L'ADN du magazine, c'est l'optimisme. Là, vous venez de faire une sorte de portrait apocalyptique, en tout cas de celui ou celle qui ne fait rien pour sa succession. Si vous êtes autour de la table, c'est qu'il y a des solutions. Non, peut-être. Alors, Gauthier. Et d'ailleurs, peut-être même juste avant de rentrer dans le sujet, souvent on nous colle d'ailleurs parfois un petit peu l'étiquette, dire voilà, ils sont conseillers financiers et fiscaux, ils n'aiment pas trop payer des impôts. Alors, il n'y a aucun Belge qui aime payer les impôts. Oui, c'est vrai. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas trop des droits de succession, c'est qu'avant de laisser, Vincent parlait d'1 million de droits de succession, des impôts, j'en ai payé un paquet. En fait, 3 fois même. Ce qui me dérange, tout à fait, c'est 3 fois. La première fois, c'est sur le revenu. Allez, en moyenne, quand on gagne 1 euro, faites peut-être même le calcul à mythe, mais il va rester 50 centimes ou 60 centimes si c'est bien utilisé. Dans le meilleur des cas, oui. Et puis, la deuxième fois, c'est sur le patrimoine. Donc, sur les 60 centimes qui restent, on va se dire, je vais acheter un terrain, donc je vais payer les droits d'enregistrement, je vais construire une chouette maison dessus, je vais payer la TVA, je vais payer mon précompte immobilier. Si je le mets en location, je vais devoir déclarer le revenu cadastral indexé dans ma déclaration fiscale. J'investis en bourse, je paye le précompte immobilier, taxe sur opération de bourse. Je pourrais faire ça pendant quelques minutes. L'enfer. Et puis, la troisième fois, c'est quand j'ai la mauvaise idée de monter quelques étages plus haut, je repasse à la caisse. Et quand je repense à l'euro que j'ai gagné dans mes revenus, par rapport à la fin des droits de succession, moi, je parle même plus d'imposition, moi, je parle de mort fiscale. Et donc, en effet, mon but, c'est pas de ne pas payer d'impôts. C'est grâce à ça qu'on vit dans un système qui fonctionne très bien avec une sécurité sociale et autres. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a quand même un paquet de droits de succession. Et pour moi, dans une planification de succession, en fait, pour moi, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est le coût fiscal, j'en parlais, mais surtout aussi le manque de protection. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Il faut essayer de limiter les droits de succession et augmenter la protection de ceux qu'on a envie de... Je dirais même l'inverse, moi. C'est que le premier objectif, c'est pas de neutraliser l'impôt ou de le diminuer, c'est de faire en sorte que les bonnes personnes soient protégées. Oui. Et ensuite... D'abord la protection. Voilà, la protection. Et puis l'optimisation arrive après. Exact. Et alors, c'est là où on n'a pas réinventé la roue, hein, on utilise les mêmes instruments que tout le monde. Et les instruments les plus classiques qui sont mis en avant par notaire, banquier ou autre, c'est le contrat de mariage et le testament. Donc, ce qui veut dire que si je viens chez vous, la première chose que vous allez faire, c'est revisiter mon régime matrimonial et regarder mon contrat de mariage. On va dire que c'est l'ABC de l'alphabet et le reste... c'est là-dessus qu'on va amener une plus-value. Parce que moi, je ne suis pas un grand fan du contrat de mariage et du testament, en tout cas pour régler tout. Pourquoi ? Parce que aussi bien un contrat de mariage qu'un testament vous permettent d'augmenter votre protection ou celle du conjoint. Et là, j'applaudis des 2 mains, parce qu'à la limite, on peut tout envoyer en pleine propriété au conjoint survivant. Le souci de faire ça, c'est que d'un point de vue fiscal, on se fait plumer comme une dinde de Noël. Parce que première succession, il y a une seule tête, donc le taux marginal, la tranche supérieure, on l'a tout de suite. Mais ensuite, seconde succession, la première succession, elle repasse dans un tour de carrousel lors du second décès. Et donc c'est pour ça que je n'aime pas trop le contrat de mariage et le testament, même si c'est le début de la promenade. Mais on va encore continuer par la suite avec d'autres choses. Et alors, ces autres choses-là, on parlait de protection et de fiscalité. Donc l'idée, c'est d'avoir une corrélation négative. Il ne faut pas augmenter la protection pour augmenter l'impôt. Et si vous voulez diminuer l'impôt, être d'accord de diminuer la protection, augmenter la protection, neutraliser ou diminuer l'impôt. Et là, l'idée, le but du jeu, c'est que plus vous allez être fortuné, mais plus c'est l'aspect fiscal qui va jouer plutôt que l'aspect de protection. Et moins vous êtes fortuné, mais plus c'est l'aspect de protection qui joue et peut-être un petit peu moins la fiscalité. Parce que si on hérite de 100 ou 200 000 euros, des droits de succession, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas astronomique comme montant. Alors, Gauthier, en préparant cette émission, vous avez une expression qui m'a fait sourire. Vous me disiez que dans un monde idéal, si je puis dire, il faut décéder pauvre. Vous voulez dire quoi par ça ? C'est vrai que ça amuse pas mal de gens, ça ne m'étonne pas que vous me dites ça. En fait, c'est que l'idée, c'est que oui, pourquoi est-ce qu'il faut décéder pauvre ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que, imaginons que malheureusement, le jour où je pars, j'ai en pleine propriété 500 000, 1 million ou 2 ou 3 ou 4, peu importe. Le problème, c'est que je vais payer des droits de succession. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est en effet décéder pauvre. Et donc, il faut aller transmettre son patrimoine à ses enfants ou même à ses héritiers, ceux qu'on a envie de protéger. On parlait justement de protection. Et c'est là où parfois, on a l'impression qu'en Belgique, on est fort taxé. C'est vrai que je crois qu'on doit être sur le podium européen en termes d'imposition sur les revenus. Oui, là, on est vraiment champion. Là on est vraiment des champions. Mais par contre, on est clairement un paradis fiscal de la planification successorale. C'est vrai que souvent, Vincent dit souvent ça à ses clients, ça m'amuse beaucoup. Quand les Anglais, les Français
viennent nous voir et toquer à notre porte, c'est pas juste pour nos frites et pour notre météo, c'est parce que, quelque part, on a une porte ouverte. Et la porte ouverte, elle est la suivante, c'est que, et je vais peut-être commencer par le patrimoine mobilier, aujourd'hui, on peut transmettre des valeurs mobilières à du 0%. Montant illimité, que ce soit 100 000 euros ou 10 milliards d'euros. À travers des donations, c'est ça? Tout à fait, à travers une donation. Donc, on peut donner à du 0%. Par contre, attention, il faut survivre 3 ans à la donation. Attention, parce que Bruxelles est occupée à changer. Donc, à Bruxelles, il faudra bientôt survivre 5 ans à la donation. Ce n'est pas encore le cas. Rassurez les personnes qui nous... Ce n'est pas encore le cas, mais ça risque d'arriver. D'autant plus qu'en région wallonne, ils ont passé le délai à 5 ans au 1er janvier 2022, forcément. Et donc tout ça pour dire, c'est qu'à partir du moment où je peux transmettre des montants illimités à du 0% et je ne dois survivre que 3 ans ou 5 ans à cette donation, et encore, même j'ai une alternative, je peux payer 3% sur le montant qui est donné, et là, grossièrement, je peux décéder le lendemain. Ça veut dire que finalement, je peux transmettre un patrimoine mobilier, au pire des cas, à du 3,3%, et à terme, mes héritiers n'ont pas de droit de succession. Donc c'est un peu trop beau. Et donc on a tout intérêt à décéder pauvre et à transmettre ce patrimoine par cette voie-là, forcément. Donc là, on peut dire que la Belgique est un paradis fiscal, en tout cas pour ceux qui ont un patrimoine mobilier. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que Gauthier parle de 3,3%, attention en ligne directe, donc taux parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, ou entre couples cohabitants ou mariés. Mais le souci de l'immobilier, c'est que ça vous colle au doigt. Vous ne pouvez pas... De l'immobilier, les immeubles. Oui. On ne sait pas s'en débarrasser en 1, 2, 3. Et la raison est relativement simple, c'est qu'on n'a jamais vu quelqu'un traverser la frontière avec une maison sur son dos. Non. Et donc l'administration fiscale sait très bien qu'ils peuvent nous mettre des bâtons dans les roues au niveau immobilier. Et alors là, petit conseil à nos téléspectateurs, depuis le moment où on ne peut plus aller planquer les sous chez Tante Lulu ou dans les Albes, au fait, l'administration fiscale sait aussi que maintenant, avec le mobilier, on est pieds et mains liés. Et donc, le 0%, moi, je conseille fortement à mes clients aujourd'hui d'évacuer le trop de capital vers la prochaine génération, vers les futurs héritiers, pour éviter qu'un jour, imaginez qu'on se retrouve avec les mêmes tranches en immobilier. Le problème, c'est que plus vous donnez, plus vous payez. Donc, vous pouvez aussi donner des montants illimités, mais à partir de 450 000 euros de donation, en ligne directe, on est à 27%. Toute autre personne, c'est 40% de transmission. Et donc là, il faut morceler et transmettre. Et comment est-ce qu'on donne de l'immobilier? Parce que l'immobilier, j'entends bien, c'est des actions, on peut donner ça dans un coffre, on peut faire des choses, mais l'immobilier, comment le fait-on? Dans un coffre, ça va être compliqué. C'était surtout dans les années 70, 80, oui, 90, oui. où là, on s'arrangeait comme cela. Maintenant, c'est plutôt par virement bancaire ou transfert de titres qu'on organise tout cela. Mais la donation immobilière, on ne peut déjà pas la faire sous seing privé, il faut un acte notarié. Et là, on transmet un pourcentage du bien en pleine ou en nue propriété. C'est pas qu'on va dire la cuisine ou la salle de bain ou le jardin, on transmet un pourcentage. Et c'est là où moi ça me fait toujours rire ou peut-être pleurer quand je rencontre des personnes de par exemple 70-75 ans avec un parc immobilier. En tant que Belge, on aime bien les briques, on a ça dans le ventre. Et quand on calcule les loyers qui devraient être rassemblés juste pour payer les droits de succession, eh bien souvent, ces personnes doivent mettre les loyers de côté pendant 10 ou 15 ans. Et donc pour moi, ça veut dire que la rentabilité locative du parc immobilier, au fait, elle est de nix, schnoll, nul, nada, rien du tout pendant 15 ans. Et vous savez aussi bien que moi que courir derrière des locataires, ce n'est pas toujours un fleuve tranquille. Il y a quand même un peu d'énergie, un peu de temps à consacrer à cela. Et donc, de nouveau, regardez la rentabilité nette sur votre Alors, patrimoine. Comme on a un peu de temps, peut-être une question supplémentaire. Ça, c'est de l'immobilier qui est localisé en Belgique. J'imagine que ça se passe peut-être autrement si on a l'un ou l'autre bien immobilier en Espagne, en France ou que sais-je. Exact. Je sais que peut-être que ça peut changer de pays à pays en termes de législation, mais dans les grandes lignes, c'est quoi? À quoi faut-il faire attention? Je vais aller encore dans de plus grandes lignes que ce que vous soulevez. Et c'est vrai que le point international, on pourrait en parler pendant des heures. Mais pour vous montrer à quel point ça peut être tordu, si vous avez un compte en Angleterre, vous habitez en Belgique, donc vous avez votre résidence fiscale ici chez nous, vous avez la nationalité américaine et vous avez un enfant qui habite en Espagne, eh bien il y a 4 pays qui peuvent taxer au niveau successoral le compte en Angleterre. Vous dire que les taxations vont se cumuler? Non, on va prendre la plus méchante. Ah oui, c'est l'article 17 du Code qui dit que, et pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, on ne va pas payer 2 fois, mais on payera la taxation la plus méchante. Mais rien qu'au niveau pratico-pratique, ça va être horrible. Et donc c'est vrai que quand on est dans du belgo-belge, c'est déjà drôlement compliqué. Vous liez à ça d'autres fiscalités à cause de biens qui sont à l'étranger, d'enfants ou de neveux et nièces qui sont à l'étranger. Là, ça devient encore plus chouette. En fait, c'est ça qui est fou. Et on parlait, Hamid, vous me posiez la question sur les compétences régionales. En fait, c'est la région qui va déterminer les droits de succession.
et la région est déterminée par là où on était domicilié. Mais qu'on ait un bien en France, en Angleterre, en Australie, en fait, la région compétente va taxer potentiellement l'entièreté du patrimoine mondial. Et comme Vincent le disait, parfois aussi, il y a des pays où on taxe l'héritier, où parfois on se situe le bien. Et c'est là où parfois on se rend compte qu'in fine, on paye quand même un paquet de droits forcément. Alors Gauthier, vous avez la parole, gardez-la. On a parlé jusqu'à présent de planification successorale à situation politique inchangée. Je fais allusion à notre ministre des Finances qui devait nous sortir une réforme fiscale. Il l'a pas réussi, il a réussi au moins son bon d'État, vous allez me dire. Voilà, okay. Mais cette réforme fiscale va revenir après juin. Est-ce que là, il y a des choses qui peuvent impacter l'immobilier ou le mobilier ? Clairement, et mes ambitions sont clairement pas politiques, mais quelque part, moi je comprends pas ce qu'ils attendent. D'ailleurs, souvent ça fait rire les clients quand je les rencontre la première fois parce que. Tu ne dis peut-être pas ça à la télé, à lui donner des idées. Non, mais c'est vrai que quand on y pense, allez, moi quand je rencontre mes clients pour la première fois, ils m'expliquent qu'ils ont un peu d'épargne, un peu de placement, un bien immobilier ou deux ou trois ou peu importe. Et en fait, très rapidement, j'arrive à la conclusion, vous ne faites rien, eh bien on paye des droits de succession, donc 30% en ligne directe ou même 80% entre étrangers. Et puis assez rapidement, je leur dis, mais en fait, vous savez que presque entre guillemets d'un coup de baguette magique, je peux transmettre des biens mobiliers à du 0% ou même des biens immobiliers à du 3%. Et donc quelque part, c'est génial. Et c'est vrai que je trouve ça un peu absurde parce que d'un côté, si je ne fais rien, je me fais taxer à du 30% en droit de succession et presque d'un coup de baguette magique, je peux tout évacuer à du 0 ou à du 3. Et donc, moi, je reste convaincu que tôt ou tard, ça va changer. Et donc, moi, j'ai toujours peur qu'un de nos politiciens aille faire un stage dans l'Hexagone en France, parce qu'en France, les donations, elles sont plafonnées, et les plafonds, c'est 100 000 € tous les 15 ans. Et donc, faites un petit peu le calcul d'un patrimoine. Et ça, c'est par enfant, par parent. Ouais. Ton neveu ou nièce, c'est 8 000 € tous les 15 ans. Ah oui, c'est logique. Au fait, c'est tout à fait logique parce que ce n'est pas que les caisses sont vides, il y a un trou colossal à combler. On a une dette nationale qui est en train de devenir trop importante. On a dépassé les 100% du PIB. Et alors, les calculs, on peut leur faire dire n'importe quoi. Ils nous annoncent, je crois, aux alentours de 105, 110, mais je crains que quand on regarde la globalité de la Belgique, région, fédérale confondue, on est largement au-dessus. Je crains qu'on sera largement au-dessus. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce qu'on a donc une dette élevée, des taux d'intérêt qui sont vraiment en train d'augmenter et surtout, on ne va pas s'en sortir dans les 3-4 prochaines années parce qu'ils nous annoncent déjà des déficits budgétaires qui sont colossaux. On ne parle pas de 1 ou 2 ou 3%, on a du 3, 4, 5, peut-être 6%. Et donc, il y avait d'ailleurs un article de notre copain Vincent Van Petegem il y a quelques jours dans les médias qui disait qu'entre 2024 et 2028, juste pour les pensions et la sécurité sociale, on allait avoir besoin, je pense que le chiffre était de 27 milliards d'euros. Qu'il faut aller chercher quelque part. On va les sortir d'où ? Et il y a deux façons, c'est très simple. Soit ils vont couper dans les dépenses, et vous savez aussi bien que moi qu'aucun politicien n'a l'envie ou le courage politique de dire « bon, les amis, maintenant il faut vraiment se serrer la ceinture parce que ça ressemble à rien ». Ou alors, il faut augmenter les dépenses. Et souvent, moi, quand j'ai cette discussion-ci avec les... Augmenter les recettes, vous voulez dire. Les recettes, pardon, merci de me rattraper. Et les recettes de l'État, ce n'est rien d'autre que nos impôts à nous. Oui. Et donc les impôts... on peut partir du principe qu'ils vont augmenter. Alors maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'on a encore quelques mois avant d'aller aux urnes, le 9-10 juin, quelque part par là, pour essayer de former un nouveau gouvernement. Mais quel que soit le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, ils seront devant le même mur. C'est-à-dire qu'il va falloir rassembler des sous d'une façon ou d'une autre. Et donc, vous avez la fin de l'hiver et le printemps pour commencer à organiser vos papiers. Alors, en attendant de voir ce qui sortira des urnes, moi, je retiens notre conversation déjà à ce bout d'émission, si je puis dire. Si on ne fait rien, en gros, c'est à peu près l'apocalypse, c'est l'Armageddon fiscal, on peut dire. Mais, fort heureusement, en Belgique, il y a des solutions. On en a parlé avec vous deux. Alors, comment est-ce que vous expliquez que 80% des Belges ne préparent pas leur succession ? Pour moi, la réponse est un petit peu simple. C'est que, quelque part, donner rime avec se déposséder. Et c'est vrai que c'est assez amusant parce que je me rends compte que finalement, moi, je dis 2-3 fois par mois à ma fille de 4 ans que donner, c'est donner et reprendre, c'est voler. Et parfois, je me trouve un petit peu hypocrite parce qu'en fait, je me rends compte que j'explique exactement l'inverse à mes clients. Pourquoi ? Parce vous serez pardonné, Gauthier, vous serez pardonné. Mais d'ailleurs, même pour reprendre une autre métaphore, c'est vrai qu'il y a un message souvent que
Vincent envoie à ses clients, il utilise souvent ce message, c'est qu'il dit, en fait, faites confiance à Allah, mais attache quand même ton chameau. Je ne dis pas à la télé. On ne veut pas traiter les enfants de nos clients de chameaux ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que confiance égale contrôle, surtout quand on parle de donc le frein est d'abord psychologique. Tout à fait, tout à fait. Ben, on a toujours peur de ne pas avoir assez que pour assurer son travail. On a peur que les enfants changent d'avis, que les pièces rapportées, comme on les appelle, n'influencent le fils ou la fille, des choses pareilles. On a peur que les enfants changent d'avis. On sait bien que même si on a 2 ou 3 enfants, ben, à table ou sous l'oreiller, ils sont pas 3, ils sont peut-être 6. Et aussi, on ne sait surtout pas quand est-ce qu'on va malheureusement quitter ce monde. Et donc, c'est là où on se dit, oui, on sait qu'il y a une porte ouverte, on sait qu'on doit transmettre son patrimoine, mais on a toujours peur de perdre la gestion et l'accès à ce patrimoine. Alors, allez-y Vincent, mais sous question, à quel âge faut-il commencer à penser à sa planification financière, au successoire? Il n'y en a pas. Ça peut être 20 ans, comme ça peut être jamais. Au fait, ça dépend de 2 choses. Ça dépend d'une part de la composition familiale et d'autre part de la composition patrimoniale. Mais là, mes clients, je ne le regarde pas. Parce que si vous avez, je dis n'importe quoi, 30 ans et vous êtes à la tête d'un patrimoine de 10 millions d'euros et que vous gagnez 1 million d'euros par an, même si vos enfants sont mineurs, il faut oser transmettre, il faut déjà mettre des structures successorales en place. Et à l'inverse, vous pouvez très bien avoir 85 ans, mais si vous avez un patrimoine, un appartement de 200 000 et 150 000 euros sur les comptes, il faut absolument rien transmettre. Et donc, à partir d'un certain moment, pas d'un certain âge dans une vie, c'est plus le titre juridique de propriété qui intéresse nos clients. Quelque part, on s'en contrefiche de qui est propriétaire du bien. Dans un patrimoine, et c'est vrai dans des briques et dans des placements financiers ou sociétés ou autres, il y a 3 choses qui vous intéressent. La première chose, c'est de garder le contrôle. Oui. Fais confiance à Allah, mais attache ton chameau. C'est vrai qu'à longueur de journée, je répète ce magnifique proverbe arabe qui résume tout en une phrase. Seconde chose qui est importante, c'est de garder la gestion. De pouvoir dire, tiens, j'ai transmis X en mobilier. Si dans 5 ans, j'ai envie d'acheter un appartement à la mer pour Y, eh bien, je vais prendre dans les X pour acheter un appartement, mais toujours au nom des futurs héritiers à la côte. Et alors, la dernière chose qui est capitale, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, vous devez garder un accès au patrimoine. Ça peut être un usufruit, ça peut être des rentes, des charges, ça peut être plein de choses. Mais donc, ça veut dire qu'on peut très bien envisager de donner un bâtiment ou des liquidités ou un patrimoine mobilier à des donataires, donc les personnes qui vont recevoir, tout en se réservant la possibilité d'avoir un complément de pension qui tombe tous les mois ou plic-ploc quand vous en aurez besoin. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tout le travail avec nos clients, en pratique, pour eux, il n'y a rien qui change. Mais Gauthier, on a parlé tout à l'heure des freins psychologiques, la peur de se déposséder. On vient d'écouter maintenant Vincent qui parle de contrôle, gestion, accès. Finalement, on se dit que c'est parce qu'on ne connaît pas la matière et qu'on se dit que ce n'est pas possible, alors qu'en fait, il y a des solutions techniques. En fait, il y a en effet pas mal de mécanismes et pour moi, il n'y a pas une solution miracle. En fait, en fonction de la manière dont on a envie d'investir son patrimoine, il y a des mécanismes qui permettent de donner en gardant un contrôle, une gestion ou un accès, comme le dit Vincent. Et ce qui est assez connu, c'est de faire une donation en nue propriété avec réserve d'usufruit. Donc, on a un portefeuille titre qu'on aime bien avec quelques lignes individuelles et les actions préférées qu'on a. Et on en transmet la nue propriété, donc la propriété juridique, à ses héritiers. Et on en conserve l'usufruit. Comme ça, on perçoit encore les intérêts, les coupons ou les dividendes. Et nouveau, moi, je n'aime pas dire qu'il y a une solution qui est meilleure qu'une autre. Pour moi, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc dans chacune des solutions. Sinon, il n'y en aurait qu'une qui existerait sur le marché. Par exemple, voilà, celle de la nue propriété avec réserve d'usufruit, il faut savoir qu'en effet, avec les fruits, je puisse continuer à assurer mon train de vie. Alors, évidemment, certains vont la préconiser plutôt que d'autres. D'autres vont travailler beaucoup avec des sociétés simples. Donc, avant, ça s'appelait des sociétés civiles ou des sociétés de droit commun, où finalement, on va aller donner les nues propriétés des parts de sa société simple ou civile à ses héritiers. On en conserve la gestion et l'usufruit. On peut même être gérant statutaire de cette société simple. Certains préfèrent les véhicules d'assurance vie qui permettent, avec le cadre législatif assez complet, parce qu'il y a toujours un preneur, un assuré et un bénéficiaire, on peut mettre les enfants, enfin du moins les héritiers comme preneurs et assurés, et comme ça on peut mettre les parents comme bénéficiaires. Et ça se fait avec des assureurs belges ou plutôt luxembourgeois ?
peu importe, en fait, quelque part, on peut travailler avec n'importe quelle compagnie d'assurance. Okay. Parce qu'à un moment donné, il y avait la mode de travailler avec des assureurs luxembourgeois. Qui existe encore toujours. Et c'est vrai que dans certains cas, et si pas la plupart, on conseille à nos clients d'aller de l'autre côté des sapins plutôt que de ce côté-ci. Et ça n'a rien à voir, ou ça n'a plus rien à voir avec la fiscalité, absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, vous investissez en Irlande, en France, au Luxembourg, la fiscalité appliquée à vos titres ou à la succession ou donation, ce sera la fiscalité belge qui va primer. Alors, quelle est la raison d'aller, par exemple, au Luxembourg? C'est quoi? C'est qu'ils ne peuvent pas faire faillite, que votre argent est mieux protégé? Il y a plusieurs choses par rapport au Luxembourg. Après, je n'ai pas envie de faire de la publicité pour certaines compagnies plutôt que d'autres, mais c'est vrai que parfois, elles travaillent beaucoup en architecture ouverte. Donc, c'est-à-dire que, on en parlait au début, de dire, voilà, des banquiers sont des concurrents ou autres. Et en fait, non, parce que moi, souvent, mes clients, quand ils sont clients chez De Groof, Rothschild, Pictet ou même Tartampion, en fait, moi, je leur conseille de conserver ça. Et c'est vrai que parfois, une compagnie d'assurance, parfois belge, va vouloir travailler parfois un peu avec ses produits maison, donc les clients ne peuvent pas retrouver leurs fonds De Groof, Rothschild ou Pictet, alors que c'est vrai qu'avec une compagnie d'assurance luxembourgeoise, qui est une architecture plus ouverte, ils auront accès à ces mêmes... Architecture ouverte, juste pour nos téléspectateurs, c'est plutôt que de vendre mes produits maison parce que je m'appelle la banque XY, j'ai toute une panoplie qui proviennent d'ailleurs d'autres banques, et le client choisit, fait son shopping. Tout à fait. C'est un petit peu le concept des banques en ligne, hein. En Belgique, que ce soit la Deutsche, Keytrade, ME Direct, et d'autres, vous n'êtes pas obligé d'investir avec un produit en particulier. Vous pouvez aller. Alors Gauthier a beaucoup parlé plutôt des aspects mobiliers, et alors je reviens à vous, je vous le vois comme Monsieur Brick de cette émission. Pour l'immobilier, qu'en est-il, Vincent? Il y a également moyen de se faire plaisir, mais à la seule différence près que le problème de l'immobilier, on ne va pas réussir à tout transmettre. Et donc, en fonction de la taille du parc immobilier, en fonction de votre âge, et en fonction aussi du nombre de donataires, d'enfants ou neveux à qui on veut faire plaisir, dans certains cas, on va réussir à transmettre assez rapidement, et dans d'autres cas, on sait avec certitude que c'est impossible de transmettre. Et c'est là où, de nouveau, pour moi, ça ne sert à rien, c'est un peu du sadomasochisme fiscal, hein, de dire je conserve mes loyers, mais en sachant que le jour où je décède, mes héritiers doivent payer 30 ou 80% de droits de succession. Et donc, moi, ce que j'aime bien calculer pour mes clients, c'est de regarder quel est l'équilibre, où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre, d'une part, les droits de succession. Donc, pour moi, il ne faut pas tout transmettre. Si on tombe dans les tranches de 3, 4, 5%, il n'y a pas trop de soucis, on peut les laisser. D'autre part, voir jusqu'où on peut monter dans les donations et combien de temps est-ce qu'on a. Vous avez 60 ans, il faut transmettre 1 million à 2 personnes, ça va le faire. Vous avez 95 ans, ça va être un petit peu plus chaud. Ça va être sportif. Et alors, le conseil que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre, c'est de dire, vendez. Si vous ne vendez pas, vous êtes sûr que vos enfants vont devoir vendre en triple vitesse et qui vend vite vend souvent mal. Et mal, donc. Ouais. Exact. Et donc, l'alternative, c'est de dire, on vend une partie et là, on repasse du côté de Gauthier avec les donations à du 0 ou du 3%, quitte à réinvestir en immobilier par la suite, mais au nom des futurs héritiers. Et alors, pour mes clients qui me disent, moi, je ne veux pas vendre, une alternative est éventuellement de travailler avec des sociétés immobilières. J'étais pas plus tard qu'hier chez une notaire à Bruxelles avec des clients pour faire des apports immobilier dans une société immobilière. Certains apports peuvent se faire à 0%, d'autres à 12 ou 12,5%. Et une fois qu'on a fait ces apports, l'avantage, c'est qu'on donne par acte notarié les actions qui ont été créées avec cet apport en nature et que la risquée, le tour est fait. Alors, on a la grande chance, il nous reste encore quelques minutes, 8 minutes précisément. C'est vrai qu'en matière de planification successorale, il y a énormément de choses à dire. Alors, une question à la volée, si je puis dire. Alors, je ne vous demande pas de faire une consultation ici en direct à la télé, mais on le remarque de plus en plus, c'est que les gens, et fort heureusement, grâce à l'espérance de vie, elle augmente, et ils arrivent à un âge où finalement, hériter est moins intéressant pour eux parce qu'ils ont déjà fait leur vie, ils ont leur maison, etc. Et ils voudraient plutôt que ce soit leurs petits-enfants qui directement puissent en bénéficier. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire des sauts de génération? Oui, et moi, c'est vrai que je le conseille souvent parce que vu qu'on augmente notre espérance de vie, merci la médecine, mais ça veut dire qu'on hérite de plus en plus tard. Et souvent, c'est plus à 60-70 ans qu'on a besoin de sous ou d'immobilier. Et dans des cas extrêmes, moi, j'arrive même à conseiller à certains clients de dire vous déshéritez totalement vos enfants, pour autant qu'ils soient d'accord, évidemment. Mais si les enfants ont déjà un problème successoral aujourd'hui, avant l'héritage de papa et maman, plus vous rajoutez de l'eau à la mer, plus on sera mouillé. Et donc, un autre proverbe de Pareto. Ouais. Voilà. J'aime bien les proverbes. Mais le point d'attention avec les petits-enfants, et ça, en général, de grâce, faites très gaffe au déséquilibre.
Ça peut être une petite cuillère en argent, comme ça peut être 100 000 ou 1 million ou plus, peu importe. Dès le moment où il y a un déséquilibre dans les branches, c'est là où on peut commencer à hausser le ton et se taper dessus. Et le problème, souvent, c'est qu'on rencontre rarement, par exemple, papa et maman ont 2 enfants, mais il y en a un qui a un enfant, il y en a un qui a 3 enfants. Et donc là, il y a certaines techniques qu'on peut mettre en place, justement pour garder l'église au milieu du village. Et alors, le second point que j'aimerais quand même mentionner avec cela, c'est que on a tous été jeunes et bêtes à un certain moment, et à 18 ans, on est censé être majeur, ça veut dire qu'on peut disposer d'un capital en pleine propriété. Et à 18 ans, si on hérite de 50, 100 000 ou plus ou moins, on a l'impression d'être les rois du monde, alors que sur toute une vie, ça ne représente absolument rien du tout. Et de nouveau, confiance égale contrôle, j'aime bien quand même garder des mécanismes de contrôle pour éviter que le syndrome Ferrari, qu'on appelle ça. Alors, Gauthier, là, on a parlé de l'espérance de vie avec les sauts de génération. Il y a un autre phénomène de société, je crois que le législateur s'est un petit peu adapté, je pense, dans les 3 régions. C'est le phénomène des familles recomposées, de plus en plus. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une planification, je dirais, équilibrée, tenant compte des enfants qu'on a eu de différents lits? Oui, tout à fait. Après, le mot équilibré, le problème, c'est que moi, j'aime pas trop le terme, surtout en famille recomposée, parce que c'est compliqué. Pour moi, l'équilibre, c'est la personne, c'est le futur défunt qui doit déterminer le contrôle qu'il a envie de donner. Mais c'est vrai que je parlais de dévolution légale, et c'est vrai que, prenons le cas d'un couple marié, papa ou maman a des enfants d'un premier lit. En cas de décès, si j'ai rien prévu, le conjoint va hériter de l'usufruit du patrimoine et la nue propriété va aller chez les beaux enfants. Et là, le problème, c'est que je suis en démembrement nue propriété usufruit, mais plus entre parents et enfants, mais entre parents et beaux-enfants. Et donc là, à coup sûr, le jour où belle-maman ou beau-papa est invité à boire le thé chez les enfants, c'est peut-être pas juste pour une visite de courtoisie, c'est qu'ils veulent parler un peu sous. Et alors, souvent, il y a plusieurs manières de traiter des cas comme ça. Déjà, il y a la disposition de la Lovalkenirs. Donc la Lovalkenirs permet... En fait, en cas d'enfant d'un premier lit, en cas donc de remariage, en fait, quelque part, on peut se déshériter entre époux, à l'exception d'un droit d'habitation de minimum 6 mois sur le logement. Et donc, l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut travailler en pleine propriété sur les biens. Et c'est vrai que moi, s'il y a bien quelque chose que je retiens de tout ce que je fais au jour le jour, c'est que pour moi, les démembrements en nue propriété usufruit, 9 fois sur 10, c'est un peu une bombe à retardement, parce qu'en fait, quelque part, tout le monde est un petit peu frustré. Les enfants, ils sont propriétaires juridiques et ils doivent payer les droits de succession. Mais en fait, Vincent le disait, ils sont propriétaires en attente. Oui. Mais en attente de quoi? Que papa, maman ou beau-papa ou beau-maman partent avant de pouvoir hériter du... Alors, Vincent disait... Oui, allez-y. Si je peux me permettre, je vais rebondir sur ce qu'il dit, parce qu'il dit que c'est une bombe à retardement, à démembrement usufruit d'une propriété, et dans le cas de figure qu'il explique, tout à fait raison. Il y a une grande différence que vous devez faire entre ce que vous recevez via la succession et ce que vous recevez via donation. Pourquoi? Parce que dans la succession, une fois que ça se passe, vous ne pouvez plus, quand vous êtes chez le notaire, dire aux enfants, attention les amis, on va mettre des conditions à ceci. Non, c'est trop tard. Par contre, dans la donation, eh bien, dans l'acte de donation ou dans les contrats sous seing privé qu'on peut préparer pour justement stipuler le cadre de la donation, là, on va mettre toute une brochette de clauses. On va dire aux enfants, mais ou aux neveux et nièces, tu reçois, mais, et in fine, en fait, les enfants, ils ont le droit de faire 2 choses, de se taire et d'attendre. C'est aussi simple que ça. Alors justement, je fais un petit flashback. Tout à l'heure, vous m'avez fait sursauter, sans doute aussi les téléspectateurs, téléspectatrices. Vous avez parlé de déshériter un enfant. Oui. Je croyais que c'était impossible en Belgique du fait de ce qu'on appelle les parts réservataires. On ne peut pas déshériter un enfant. Impossible n'est pas français. Voilà. En tout cas, n'est pas Pareto. Voilà. Mais à chaque problème, il y a sa solution. Oui. Et c'est vrai que dans certains cas de figure, aussi bien au premier qu'au second décès, il est tout à fait possible de déshériter à 100% des enfants, mais j'insiste sur certains cas de figure. Et il faut faire une distinction dans la première succession et la seconde succession. Et alors, on entend souvent parler d'une part réservataire, d'une quotité disponible. Avant la réforme de 2018 du droit successoral, on avait une part réservataire qui était calculée en fonction du nombre d'enfants que l'on avait. Et maintenant, grâce ou à cause des familles recomposées, justement, le législateur a dit, eh bien, il serait logique que si vous passez 20-25 ans avec les enfants de votre meilleure moitié, que quelque part, in fine, vous allez leur faire plaisir aussi, ou c'est votre souhait. Et donc maintenant, la quotité disponible, donc la part que vous pouvez laisser à votre coiffeur, à votre boulanger, à n'importe qui, elle est de 50%, quel que soit le nombre d'enfants. Mais l'autre moitié doit revenir aux enfants. Alors je dis doit revenir, mais si mes parents décident de me déshériter, j'ai aucun souci avec ça. Si c'est leur souhait, ils peuvent le faire. Et si je ne dis rien dans la succession, je serai déshérité.
Par contre, si je dis, monsieur le juge, je n'ai pas eu ma part réservataire, j'aimerais y avoir droit, eh bien là, tout de suite, il y a ce qu'on appelle un calcul de masse fictive qui va être réalisé pour voir la part réservataire de l'enfant. Et alors, depuis le 15 août 2015, 16, quelque part par là... Je ne pourrais pas vous aider. On peut aussi choisir le droit civil applicable à notre succession en fonction de notre nationalité. Oui. Et donc, je vais prendre le cas de Corentin, qui est un de nos associés, son épouse est italienne, de nationalité italienne. L'Italie permet de déshériter ses enfants. Et donc, si elle fait référence au droit civil italien, en fait, elle peut déshériter Corentin. Peut-être lui donner des idées en faisant ça. J'espère qu'elle ne regarde pas. Mais elle peut déshériter ses enfants. Or, Corentin, qui est un belgo-belge, lui, n'a pas cette opportunité. Alors Vincent, il nous reste 35 secondes. Je vous regarde Gauthier. On a parlé des régions tout à l'heure. Effectivement, ce n'est pas exactement la même fiscalité. Est-ce qu'il y a intérêt à faire du shopping régional, autrement dit, de se domicilier à gauche ou à droite ? Non, alors personnellement, moi, j'ai jamais conseillé à un client de changer de frontière linguistique juste pour des raisons successorales. Non, en fait, moi, ce que je leur dis surtout, c'est que dans les 3 régions aujourd'hui, il y a des pistes de sortie. Et la piste de sortie, pour moi, c'est pas d'aller se domicilier ailleurs. C'est en effet de réfléchir à avoir un plan aujourd'hui, savoir où j'en suis aujourd'hui et quel est mon objectif et de mettre ça en musique. Mais dans les 3 régions, les portes pour moi sont assez ouvertes que pour optimiser tout ça. Et peut-être pour compléter et terminer, la Flandre, c'est pas qu'elle est meilleure que Bruxelles et la Wallonie, je dirais plutôt qu'elle est moins pire. Oui. Mais payer 27 ou 55% de droits de succession, c'est pas mon idée d'une belle transmission. Eh bien, parfait. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les deux à la fois pour votre temps et pour votre expertise. Merci. Et on aura le plaisir de vous retrouver dans une autre émission sur une autre thématique. Ce sera Pareto version ou saison 2, comme on dit à la télévision. Et cette fois-ci, on ne parlera pas de planification successorale, mais de planification financière. À très bientôt et merci.